Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique. Cette semaine, je suis toujours en compagnie de Aude. Bonjour. Et nous continuons notre voyage à la découverte des femmes ayant participé au rayonnement et à l'évolution de leur domaine. Et cette semaine, nous nous attaquons au domaine littéraire. En effet, à l'occasion des Journées mondiales du conte et de la poésie, qui auront lieu respectivement le 20 et le 21 mars, nous avons décidé de vous présenter deux autrices. Alors Aude, qui vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous présenter Alice Zeniter, qui est une romancière française née en 1986. Elle se fait connaître du grand public en 2017 lorsqu'elle reçoit le prix Goncourt des lycéens pour son roman L'Art de perdre. Après ce succès en France, son œuvre est également reconnue à l'international et elle reçoit plusieurs récompenses dans différents pays européens, notamment en Irlande, en Espagne, en Suisse et en Pologne. Dès son plus jeune âge, Alice Zeniter montre un intérêt particulier pour l'écriture. Pour elle, écrire n'est pas une contrainte, mais plutôt un jeu. Elle apprécie le fait que l'imagination permette de dépasser les limites du monde réel et de voyager vers des lieux impossibles à atteindre autrement. L'écriture lui permet également, avec ses sœurs, de réinventer certains passages de grandes œuvres littéraires. Son goût pour la littérature se renforce aussi grâce à une rencontre importante avec l'autrice Jeva Caban, notamment connue pour le livre Je t'écris, j'écris. Lorsqu'elle vient dans la classe de CM2 d'Alice Zeniter, elle lui fait découvrir des œuvres marquantes, comme Le bruit et la fureur de William Faulkner et le poème La chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire. Bien qu'elle soit encore très jeune, Alice Zeniter souhaite déjà être publiée. Jeva Caban lui donne alors deux conseils: aller dans une librairie et choisir une maison d'édition en se fiant aux couvertures des livres qui lui plaisent. À l'âge de 16 ans, Alice Zeniter présente son premier manuscrit à une maison d'édition qui accepte de publier 2 - 1 = 0 en 2003. Malgré cette première publication, elle ne se considère pas encore comme une véritable écrivaine. Dans sa famille, personne ne se consacre à l'écriture. Ses parents apprécient la littérature, l'un les grands classiques français du 19e siècle, et l'autre l'heroic fantasy. Mais cela reste pour eux un simple loisir. Elle est ensuite entrée à la Sorbonne Nouvelle en même temps qu'à l'école normale supérieure où elle en sortira diplômée. Elle a suivi un master d'études théâtrales suivi de 3 ans de thèse durant lesquels elle a enseigné aux étudiants de la licence. Par la suite, elle part enseigner le français en Hongrie où elle vit plusieurs années dans le cadre d'un stage. Elle y est également assistante stagiaire à la mise en scène dans la compagnie théâtrale Créatacor du metteur en scène Arpad Schilling, puis elle collabore à plusieurs mises en scène de la compagnie théâtrale Pandora et travaille en 2013 comme dramaturge pour la compagnie Cobalt. En parallèle, elle poursuit son activité littéraire et publie Jusque dans nos bras en 2010, puis Sombre dimanche en 2013, qui décrit la vie d'une famille hongroise. Ce dernier roman reçoit le prix du livre inter. L'obtention de ce prix marque un moment décisif. Alice Zeniter réalise qu'elle peut faire de l'écriture son métier. Elle décide donc d'abandonner la carrière universitaire pour se consacrer pleinement à la littérature. Ce choix s'avère fructueux lorsque son roman L'Art de perdre, qui retrace sur 3 générations la vie d'une famille entre la France et l'Algérie, est récompensé par le prix Goncourt des lycéens en 2017 et se vend à plus de 580 000 exemplaires. Ces 2 voyages en Algérie, pays d'origine de son père, renforcent également son envie d'écrire afin de combler un silence familial lié à l'histoire de l'arrivée de sa famille en France 1932. Alice Zeniter travaille par ailleurs comme dramaturge ou collaboratrice artistique auprès de plusieurs metteurs en scène, notamment à l'été 2017 où elle répond à une demande de l'ARIA et écrit pour les rencontres internationales une pièce intitulée Quand viendra la vague, mise en scène par la marionnettiste Pascal Blaison. En 2018, elle crée avec Chloé Chevalier Tessons de femmes au festival littéraire Tandem de Nevers, une lecture d'extraits de livres ayant trait à la question du féminisme et du féminin en littérature. C'est en 2024 qu'Alice Zeniter sort son dernier roman à ce jour, Frapper l'épopée. Le roman raconte la quête de Tass, une professeure à Nouméa qui part à la recherche de 2 élèves disparus. Ce voyage l'amène à découvrir l'histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie et à réfléchir à l'identité et à la mémoire du territoire. Merci à toi pour cette présentation. Pour ma part, nous remonterons encore plus loin dans le temps et nous irons au Moyen-Âge pour vous présenter l'une des premières autrices de la littérature française, Christine de Pisan. Née en 1364 à Venise, elle est la fille de Thomas de Pisan, un savant médecin et astrologue servant le roi Charles V. À 15 ans, elle épouse Étienne de Castel, le secrétaire du roi. Ils vécurent 10 ans de bonheur et de paix, où l'on peut quand même noter le décès du roi et du père de Christine. Mais en 1388, l'arrivée au pouvoir des conseillers de Charles VI, qu'on appelait les Marmousets, offre au mari de Christine la possibilité d'une
d'une belle carrière. Cependant, il mourra d'une épidémie en 1390 à l'âge de 34 ans. Christine, à présent veuve, se retrouve chargée de famille, sans soutien et sans revenu assuré. Elle va se tourner vers l'écriture, devenir écrivaine et être à la tête d'un atelier de copiste. Instruite par son père et ayant grandi dans l'entourage intellectuel du roi Charles V, Christine possède une double culture, celle des élites parisiennes et celle de l'humanisme italien. Connaissant les grands textes de l'Antiquité romaine et chrétienne grâce aux traductions commandées par le roi, elle peut également citer des auteurs comme Dante, Boccaccio ou encore Pétrarque. Après la perte de son mari, elle se remet aux études. Ses lectures, de l'histoire aux auteurs anciens mais aussi à la philosophie, vont lui permettre d'acquérir des connaissances et développer ses jugements personnels. Elle commencera par écrire des poèmes qu'elle rassemblera en recueils pour les offrir à nombre de grandes personnalités du Moyen-Âge, comme la reine Isabeau ou encore au prince. En 1401, un événement que l'on connaît sous le nom de la querelle du roman de la Rose, une des premières querelles littéraires françaises, démarre. Opposant Christine et le chancelier de l'université de Paris, mais également moraliste Jean Gerson contre Jean de Montreuil, prévôt de Saint-Pierre de Lille, notaire et secrétaire du roi, ainsi que Pierre et Gontier-Cole, ce conflit débute lorsque Jean de Montreuil écrit un éloge sur l'œuvre de Jean Clopinel, un poète français. Christine réagira et dénoncera dans une lettre ouverte du mauvais goût et de la pauvreté d'esprit de Jean Clopinel, lui reprochant sa haine des femmes, l'indécence de ses propos et la fin de son récit que Christine juge amorale et choquante. Jean de Montreuil ne lui répondra pas directement, mais il passera par ses deux confrères Pierre et Gontier-Cole. Jean Gerson rentrera dans la querelle pour défendre et soutenir Christine. En 1405, Christine mesure sa production au nombre de 15 volumes, soit 110 cahiers de grand format. Elle se réjouit de s'être fait un nom et d'avoir trouvé son style. Cependant, l'année 1405 marque un grand changement. Christine voit monter la guerre civile. Pour autant, elle n'abandonne pas la poésie, ni l'honneur des dames. Mais elle se donne un but, sauver la France des divisions. En effet, il est important de préciser que Christine de Pisan est contemporaine de la guerre de 100 ans. Inspirée par ses propres expériences, ses lectures italiennes et son regard lucide sur la réalité de son temps, la défense et la valorisation de la femme sont des thèmes importants pour Christine. Tels qu'elle leur consacrera 2 livres qui ont fait sa renommée, La Cité des Dames entre 1404 et 1405 et le livre des 3 vertus à l'enseignement des dames, aussi connu sous le titre Le Trésor de la Cité des Dames, entre 1405 et 1406. Christine y démonte avec un peu d'humour les arguments des religieux misogynes. De plus, elle aborde le sujet en théorisant et en se fondant sur l'écriture, la nature et la raison. Sa description des femmes est en total décalage avec les mœurs de l'époque, qui étaient habituées à ne distinguer que 3 catégories, les vierges, les épouses et les veuves. Cependant, Christine prendra le parti de classer les femmes selon les places qu'elles occupent dans la société, allant des princesses aux femmes de folle vie, un terme désignant les prostituées, en passant également par les femmes de gens du métier, autrement dit les artisans. Pour chacune de ces catégories, l'autrice donnera nombre de conseils, comme par exemple pour les femmes d'artisans, elle leur conseillera d'apprendre le métier pour suppléer leur mari si besoin, ou encore éviter d'effectuer des marchés douteux. Bien que Christine ne demande pas aux femmes de revendiquer de nouveaux droits, elle les invite à prendre conscience du rôle actif qu'elles ont dans la société, du rôle économique ou encore politique. Pour elle, une chose ne varie jamais, les femmes sont intelligentes, habiles et fortes, autant que le sont les hommes, et rien ne s'oppose au fait qu'elles s'instruisent. Entre 1405 et 1413, elle va écrire en quelques ouvrages une véritable œuvre de science politique. On peut notamment citer parmi ces ouvrages le livre du corps de policier entre 1406 et 1407, le livre des faits d'armes et de chevalerie en 1410, ou encore le livre de la paix entre 1412 et 1413. Pour elle, le pouvoir doit s'assurer de l'unité par l'amour et la paix. Elle a cependant un avis plus tranché sur les débats qui faisaient rage dans la France du XVe siècle, comme la légitimité du roi qu'elle dit tenir qu'au sang, ou encore, à cause de son indifférence à la religion royale, elle voit le roi comme un simple mortel. Elle travaillera également sur une théorie de l'impôt ou encore recommandera une organisation rationnelle du service public, où elle trouvait qu'ils étaient trop nombreux, trop payés. Mais également un recrutement fondé sur des compétences vérifiées par un examen. Lorsque les conflits de la guerre causent
causeront des troubles et provoqueront l'éclatement du royaume de France, Christine restera fidèle à Charles VII. Son fils, Jean de Castel, suivra le roi dans son exil. Et Christine, elle, rejoindra sa fille, Marie de Castel, dans un monastère. En 1420, durant son asile, elle y écrira un ouvrage sur la spiritualité, les heures de la contemplation, de la passion. C'est vers 1430 qu'elle mourra, mais avant cela, elle entendra parler du sacre de Reims et de l'apparition de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, le dernier poème de Christine, écrit durant l'été 1429, se nomme « Le Dittier de Jeanne d'Arc ». Et c'est sur ces présentations que nous nous quittons. Je te remercie pour ta participation, Aude. Et je te remercie aussi. On espère que cela vous aura plu et on vous dit à une prochaine pour une nouvelle chronique. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.